Alors, donc, les deux prochains intervenants sont en effet Maxime Fiaban du FCBA et Reynald Lecoeur de Fundermax, qui vont nous parler des avancées sur la compatibilité, c'est un mot savant, entre revêtement extérieur et façade ossature bois. Donc, Maxime Fiaban, je vous laisse prendre place. Vous voulez rester debout ? Voilà. Donc, Maxime, en fait, est ingénieur bois construction au FCBA depuis 2019. Et Maxime travaille principalement sur les thématiques structure, caractérisation, évaluation de produits, appui technique et études. Et pour compléter donc la présentation, nous avons Reynald Lecoeur, donc de chez Fundermax, fabricant de panneaux HPL stratifiés, qui est directeur prescription et développement, qui est également expert au groupe spécialisé 2.2 et également membre de la commission technique du SNBVI. Je vous laisse la parole. Merci Estelle. Effectivement, je vais vous parler des avancées sur la compatibilité entre revêtement extérieur et FOB. Alors, c'est vrai que le titre peut paraître un peu compliqué. Dit autrement, globalement, et ça a été un peu évoqué dans les présentations d'avant, notamment par Émilie, c'est globalement de savoir la façade ossature bois, elle va bouger, elle a un revêtement extérieur, et voir quelle est sa conservation de l'étanchéité à l'eau vis-à-vis de l'étanchéité à l'eau, donc après sollicitation mécanique. Alors, quand on parle de façade ossature bois, on se réfère souvent au DTU 31.4. Donc le 31.4, il va nous parler des différentes familles de façades à ossature bois, et il en distingue 3. Il distingue les façades ossature bois interrompues, qui globalement se logent entre porteurs verticaux et horizontaux, ce qu'on a appelé type 1 ici. Les types 2 qui sont des FOB filantes fondées en pied, donc la FOB passe devant la structure et elle reprend ses charges descendantes jusqu'au pied. Donc là on est limité en niveau, donc on a appelé ça le type 2. Et ensuite on a la FOB filante avec appui multiple qui elle va reprendre, ses efforts vont être repris à chaque niveau en fait. Il y a un consensus qui s'est établi sur le fait que les deux premières familles, type 1 et type 2, au niveau de la compatibilité entre des formations, des FOB et des revêtements extérieurs, on est sur un comportement qui est similaire au DTU 31.2 et on n'a pas de nécessité d'aller plus loin finalement dans la recherche de cette thématique. Cependant, sur les FOB filantes avec appui multiple, là on a des choses à aller regarder en plus. Et on a désormais un protocole qui est reconnu, qui permet de lever les freins techniques et qui permet également une évaluation homogène. Alors ce protocole, en quoi il consiste? C'est un protocole qui a été développé lors d'une étude Codifab, une étude collective, et que j'avais déjà présenté en partie il y a 2 ans à Lille, qui était en cours de finalisation. Donc aujourd'hui, on est sur un protocole qui est reconnu maintenant, avec 2 types de maquettes. Une première maquette avec baie, qui fait 2,40 m par 2,40 m, avec une ouverture, et à laquelle on va la solliciter mécaniquement par une mise en parallélogramme dans un premier temps, par une flexion 4 points qui simule globalement les effets de fluage du revêtement extérieur. Et ensuite, après ces 2 sollicitations mécaniques, on va venir regarder quelle est sa résistance à la pluie battante, et donc si on a une conservation d'étanchéité à l'eau. Là, on a des exemples de photos des maquettes qui ont été testées sous sollicitation de mise en parallélogramme et de flexion 4 points. Et puis, on a d'autres maquettes, une autre maquette en croix de jonction, qui, elle, va simuler 4 modules de FOB et cette jonction, en fait, en croix qu'on va avoir entre ces modules. Ces modules vont être amenés à bouger les uns par rapport aux autres. Donc, on a un premier essai mécanique de cisaillement de la croix de jonction pour regarder si, justement, ce traitement de la croix de jonction, il est mécaniquement stable, on va dire, et surtout un essai de résistance à la pluie battante, puisque notre question in fine, et c'est toujours la même, c'est de vérifier que l'étanchéité à l'eau, elle est conservée après ces sollicitations mécaniques. Je vous ai dit que ce protocole, il avait été réalisé dans le cadre d'une étude collective Codifab, dans laquelle on a testé des bardages à joints fermés, et on a testé 3 types de revêtements, les bardages bois, des panneaux HPL et des panneaux fibre ciment.
Alors, je ne vais pas vous présenter l'intégralité des résultats de l'étude, parce que ça serait un petit peu long, et puis vous y avez accès sur le site du Codifab. L'étude, elle est publiée désormais. Par contre, je voulais faire un focus sur un des plus grands résultats en fait, de cette étude, qui a permis d'objectiver un certain nombre de choses. Ce résultat, il a été mis en place et il a été obtenu grâce à la mise en place d'une double goulotte en fait, lors des essais sur la maquette avec baie. Et cette double goulotte simplement permet de récolter pendant l'essai de résistance à la pluie battante l'eau qui va passer dans la lame d'air, soit en contre-parement, soit le long du pare-pluie. Donc au cours de l'essai de résistance à la pluie battante, on va asperger la maquette de 691 litres. Donc on va projeter de l'eau dessus pour les 2,40 m par 2,40 m. Là on voit la photo de la maquette et la récolte dans les bidons en fait, de l'eau qui passe dans la goulotte. Et on a constaté, après ces essais, et suivant les 3 parements qu'on a testés, qu'on avait moins de 10% d'eau qui passait en contre-parement, et on avait moins de 0,5% de l'eau qui était sur le pare-pluie. Donc ces résultats, ils sont bien, mais c'est intéressant de les mettre en perspective par rapport aux exigences qu'on peut par ailleurs demander à ces solutions. Donc la maquette avec baie, c'est comme si on l'avait exposée à 120 mm d'eau, quand on parle de chute d'eau de pluie à certains endroits. Et globalement, ça correspond à une moyenne de pluie annualisée, mensualisée, donc moyenne annualisée et mensualisée de villes telles que Chambéry, telles que Annecy, telles que Brest, Quimper, sachant que pour ces villes-là, on a une pluie, donc à peu près 13 jours de pluie sur le mois. Donc on a évidemment un séchage entre chaque épisode de pluie qui n'a pas été... ce qui n'a pas été le cas pendant notre essai, puisque l'essai a été concentré, donc l'essai a été très contraignant à ce niveau-là. Les 120 mm ont été appliqués sur l'heure en fait, de l'essai. Et puis l'autre résultat, c'est l'exposition sur le pare-pluie. Je vous ai dit qu'il y avait une exposition qui était inférieure à 0,5%. Ça correspond à 0,6 mm d'eau sur le pare-pluie, si on la concentrait. Et en fait, il y a déjà une exigence pour les pare-pluis, qui est dans le DTU 31.4, qui est réalisé par des essais sur colonne d'eau, qui, eux, sont des essais réalisés sur 200 mm, qui sont maintenus pendant 2 heures. Donc on a des résultats qui nous permettent d'être relativement confiants vis-à-vis de cet apport cette conservation d'étanchéité au niveau du pare-pluie. Et donc les résultats au global de cette étude, ils ont vraiment montré que l'étanchéité à l'eau était garantie par le triptyque, en fait, parement, lame d'air et pare-pluie. C'est vraiment ces 3 éléments qui permettent d'avoir la conservation de l'étanchéité à l'eau. Alors la suite, c'est de savoir où est-ce qu'on en est par rapport aux différents revêtements. Je vous en ai parlé de certains, pas de tous. Donc là, je vais les lister rapidement. Au niveau des revêtements traditionnels, je vous ai parlé des bardages bois, donc les bardages bois selon le DTU 41.2, les bardages en panneaux HPL et fibre ciment selon le 45.4. Donc ce sont des revêtements qui ont été caractérisés au cours de l'étude, Codifab. Pour les bardages bois, en fait, il y a un travail qui est réalisé actuellement cette année en amont de la future version du 41.2 pour lever les freins sur le terrain, en fait, et avoir un document de référence du 41.2, en tout cas référencé par la commission du DTU 41.2 avant la révision. Pour ce qui est des panneaux HPL et fibres ciment, dès la sortie des recommandations professionnelles profil, il y aura une proposition d'extension à la FOB, donc de révision de ces recommandations, de ces recopos profil. Ensuite, on a les bardages en terre cuite qui relèvent des règles professionnelles. On a également les bardages en acier protégé et acier inoxydable qui sont, eux, sous les recopos orage. Donc là, on a réalisé de la sensibilisation auprès des acteurs et la balle est finalement dans leur camp. Donc c'est le choix des organisations professionnelles d'aller plus loin dans la démarche et on espère qu'ils vont nous rejoindre dans cette démarche. On a également les bardages en clin PVC ou les ardoises qui relèvent du DTU 45.4. Alors pour les clins PVC, on a un marché qui est peut-être plus réduit pour cette utilisation-là,
Mais pour l'ardoise, ça peut être une opportunité, sachant qu'on n'a pas nécessairement de limitation en hauteur. Donc, et que c'est généralement un frein qui est soulevé pour les façades d'ossature bois. Et enfin, on a les revêtements extérieurs qui sont dits non traditionnels, donc qui là vont relever d'ATEX de KA ou d'avis technique. Donc là, c'est au cas par cas. Et on a maintenant un protocole, en fait, et il est possible d'appliquer ce protocole FCBA dans le cadre de l'évaluation. Et parmi les autres critères qui ont été notamment cités par Émilie dans les nouveaux guides JO, la révision des guides JO. Je termine juste avant de laisser la parole à Rénal qui va nous montrer une application concrète de ce protocole. En vous informant qu'il y a une note de la commission technique structure enveloppe de la filière bois qui est parue sur le site du Codifab, qui est d'ores et déjà disponible et qui permet justement de faire cet état des lieux et dans laquelle vous retrouverez l'ensemble des informations que je vous ai données au niveau des revêtements qui sont applicables aujourd'hui et qui ont été caractérisés. Et cette note, on espère vraiment qu'elle va permettre justement de lever les freins qui restent sur certains revêtements extérieurs pour aller plus loin et permettre cette application sur les FOB. Maintenant, je vais laisser la parole à Rénal qui va nous présenter un cas justement d'application. Bonjour. Donc l'application directe de ce que vient vous expliquer Maxime. En préambule, en fait, on a travaillé... Pardon. Donc en préambule, on a travaillé activement avec mes confrères de ETEX pour la famille Fibre Ciment et donc Fundermax, Max Extérieur biosourcé pour la famille HPL. L'idée était de proposer des calpinages identiques sur les deux éprouvettes, de sorte à ce qu'on puisse avoir des résultats qui soient sans ambiguïté pour l'interprétation, factuelle et puis comparable. Donc on a mutualisé toutes les ressources depuis la conception du calpinage, les études en amont, à la réalisation de ces deux maquettes. Donc voilà, deux confrères à travailler activement ensemble pour arriver à nourrir une étude qui, je l'espère, va bien faire avancer les choses. Donc nous, Fundermax, avec le Parement Max Extérieur biosourcé, on est, dans le cadre de nos référentiels, déjà inscrit dans la construction bois au travers du DTU 31.2, donc qui permet aux constructeurs et aux architectes d'avoir des bases de référence solides pour l'acte de construire et éviter tout recours à des ATEX ou autres. C'est déjà indiqué dans nos référentiels, que ce soit des certifications ou des avis techniques. On voit ici l'illustration d'une dernière opération qui a été réalisée avec CRR Écriture Architecturale, Ossabois et Groupe 1000. C'est pour le centre de soins dentaires, donc un centre d'enseignement situé à Besançon, qui a été réalisé en grosse partie en hors-site pendant une période de 10 mois, donc l'année dernière. Pour revenir à notre sujet de FOB, l'illustration en fait de l'utilité de ce rapport rendu pour Codifab et par le FCBA, ça a été en fait ce projet de réhabilitation qui se situe à Villeurbanne. C'est celui d'un IUT, donc locaux à sommeil, ce sont des chambres d'étudiants. En l'absence de référentiel dans nos documents existants, faisant mention du DTU 31.4, on a eu recours à un avis de chantier. Avis de chantier qui a été instruit par BTP Consultant, donc Supermix Architecte à la conception et Citinea à la réalisation pour une fabrication par Charme Ossature. Donc l'illustration parfaite de ces données factuelles ont permis de nourrir l'avis de chantier et les différentes recommandations, mais aussi besoin de caractérisation qu'avait formulé BTP Consultant au moyen de ces différents éléments que vous avez sous les yeux, donc depuis la fabrication chez Charme Ossature à la livraison sur le projet jusqu'à la réalisation totale. Pour avoir une chronologie, les éléments ont été rendus et publiés en avril, je crois, de 2024. L'avis de chantier a commencé son instruction en novembre. Et les 2000 m² que compose cette façade ont été posés là en janvier, en 12 jours, par les équipes de Citinea. Donc ce rapport nous a permis d'apporter des éléments de justification et d'aborder favorablement un projet sous couvert du DTU 31.4. Donc pour Fundermax et pour mon confrère d'ETEX, l'histoire ne s'arrête pas là. On souhaite aller plus loin dans nos documents et dans nos différents référentiels
et que le DTU 31.4 soit inscrit au même titre que le DTU 31.2. Et j'ai bon espoir que cette année, on puisse aboutir à quelque chose qui permettra et aux prescripteurs et aux constructeurs de travailler directement sur quelque chose de factuel et sans avoir recours à des choses au cas par cas et sur chaque chantier. Merci à vous. Merci beaucoup pour en fait toutes ces bonnes nouvelles quand même. Donc il faut le dire, hein, on avance petit à petit, mais en fait il y a des bonnes choses qui se passent et les industriels aussi sont très moteurs. Donc ça, merci voilà, et à l'ensemble de la filière aussi également.